bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 12 janvier. À l'aube de fêter ses 13 ans d'ouverture, comment se porte le Seven Casino d'Amnéville? La clientèle a repris ses habitudes et les gains redistribués en 2022 dépassent les 13 millions. On fera le point avec le directeur général. Le collège Philippe de Vignoles à Metz reste fermé, les élèves étant accueillis à Paul Verlaine pour la continuité pédagogique. Les investigations pour trouver d'où viennent les odeurs suspectes sont en cours. Le président du département prendra la parole. Et puis le FC Metz se place 4e de Ligue 2 avec 4 victoires et un match nul. Les Grenats peuvent espérer une montée sur le podium, mais il faudra d'abord s'imposer face à Quevilly-Roux en métropole ce vendredi soir. Décidément, le parapluie est de mise cette semaine. Le ciel de vendredi sera dominé par de la grisaille et des pluies sur tout le département. Les averses se feront ensuite plus rares au fil de la journée. Température comprise entre 5 et 6 degrés le matin et jusqu'à 10 degrés au plus haut. Et puis ce soir, notre invité est Jonathan Nondier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs de Moselle. Quel bilan peut-on faire du monde de l'agriculture en 2022 sur notre territoire? Comment se portent nos exploitations? Et quelles sont les perspectives pour cette nouvelle année? On fera le point dans un instant. Place au reste de l'actualité. Avec 13 688 000 € de gains redistribués en 2022, la roue tourne bien pour le casino d'Amnéville. Depuis la levée des restrictions sanitaires, les joueurs reprennent leurs habitudes et une clientèle plus jeune, amatrice de jeux en ligne, tente désormais sa chance sur les tables de jeux bien réelles. Alors après 2 années compliquées, comment se porte le Seven Casino? Le directeur général nous répond. Les gens reviennent dans notre établissement. On espère passer de 400 000 entrées à 600 000 entrées, donc ce qui nous laisse être plutôt optimiste quant aux résultats de l'entreprise. Mais surtout, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que nos clients retrouvent cette ambiance qu'ils ont connue avant le Covid. Ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, les problèmes énergétiques, les problèmes d'essence, les problèmes du caddie qui augmentent, a un impact forcément sur les entreprises et notamment le Seven Casino. Maintenant, on va dire que cet impact est minimisé chez nous parce que les gens ont besoin de rêver et aujourd'hui le Seven reste un des endroits qui permet à ces gens-là de s'évader et de faire des choses qui sont différentes de ce qu'ils ont connu depuis 2 ans et simplement leur permet de rêver. Pour en citer quelques-uns, les Nègres Barons, le groupe Trio, nous avons effectivement aussi le Festival de l'Enseigne qui va voir passer à Amnéville Jal, qui va voir passer Philippe Crédville et Anne Roumanoff. Donc ça c'est pour la partie concert. Ensuite nous organisons un très grand tournoi de poker sur 1 semaine au mois d'avril. Ce qu'on veut c'est vraiment faire vivre cet établissement et faire vivre ce site d'Amnéville puisque aujourd'hui le Seven Casino est implanté sur Amnéville Cité des Loisirs Moselle. Donc, et ce qu'on souhaite c'est vraiment drainer du monde sur le site, sur l'établissement bien sûr et surtout nous diversifier on va dire dans les offres afin de pouvoir toucher un public très large. Et nous vous rappelons que jouer comporte des risques. Si vous êtes touché par l'addiction, vous pouvez contacter des professionnels au 09 74 75 13 13. Les premières conclusions des investigations au collège Philippe de Vignoles à Metz ont été données ce jeudi à l'occasion d'un point presse donné par le président du département de la Moselle. Rappelez-vous, l'établissement avait fermé ses portes fin novembre après des émanations d'odeurs suspectes. Pour le moment, l'origine du problème n'a pas été identifiée. Les recherches vont donc se poursuivre, comme l'explique Patrick Weyton. Écoutez. L'ensemble des indicateurs, pour nous, sont favorables à un retour dans cet établissement. Par contre, j'ai pris les contacts nécessaires dès fin novembre avec l'Agence régionale de santé, qui a délégué 3 personnes qui sont venues dans cet établissement, qui ont reçu fin décembre l'ensemble des éléments, des indications et des analyses qui ont été faites, qui les ont analysées et qui nous ont demandé de conforter notre décision, notre perception par
des analyses complémentaires. Ils vont venir rencontrer à la fois les élèves et les enseignants qui ont eu à subir ces symptômes pour les entendre, là aussi pour les analyser avec une expertise, cette fois-ci médicale, à la fois médecine du travail mais également médecine scolaire. Et nous aurons à notre disposition des informations complémentaires dans les mois à venir. Et pour l'instant, la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune odeur constatée depuis. Et donc, pour nous, il est indispensable que nous ayons toutes les garanties. Nous aurions déjà pu le faire. Mais personnellement, je souhaite que les enfants reviennent définitivement dans ce collège et le fassent en toute sérénité. Et les élèves du collège Philippe de Vignoles resteront donc pour le moment scolarisés au sein de l'établissement Paul Verlaine. Ils devraient réintégrer leur collège à la rentrée prochaine, soit en septembre 2023. Pour la suite, on reste sur les bancs de l'école pour la chronique du jour. Bonsoir Jean. Bonsoir Uranie. Depuis début janvier, le ministère de l'Éducation nationale annonce au compte-gouttes plusieurs mesures qui devraient s'appliquer à partir de la rentrée prochaine. L'objectif, remonter le niveau des élèves dans notamment 2 matières très importantes, le français et les mathématiques. Effectivement, Uranie, le constat est assez effrayant. Selon les derniers résultats des évaluations nationales, à l'entrée au collège, 1 élève sur 4 n'a pas le niveau demandé en français et 1 sur 3 en ce qui concerne les mathématiques. Alors, première mesure voulue par le gouvernement pour réduire ces proportions, le retour en force de la dictée dans l'élémentaire. 1 par jour pour tous les CM1 et CM2. Avec ça, le ministère ajoute des directives strictes, écrire et lire au moins 2 heures toujours quotidiennement, ainsi que lire au moins 2 textes longs de minimum 1000 mots chacun, toutes les semaines. Bien sûr, ces annonces ont fait réagir les enseignants. Ils se demandent où ils vont trouver le temps pour ces dictées et ces lectures longues dans des classes où les élèves sont souvent très nombreux. C'est vrai que l'entrée en 6e est parfois dure à encaisser. Encore une fois, le ministère de l'Éducation nationale insiste sur l'accompagnement des élèves. Uranie, dès septembre 2023, 1 heure de soutien pour tous les collégiens de 6e, sans exception, devrait être rendue obligatoire. Dans l'idéal, les élèves seront répartis en petits groupes et selon leur niveau. D'un côté, vous le voyez, les élèves les plus en difficulté seront encadrés par des professeurs des écoles volontaires. De l'autre, pour les groupes dits d'approfondissement, ils seront supervisés par des enseignants du collège. Pour information, dans les agendas, cette heure supplémentaire remplacera en fait la technologie, matière qui disparaît en 6e. Et là encore, Uranie, cette mesure fait grincer des dents les enseignants. L'urgence pour eux, c'est d'abord, on y revient, la diminution des effectifs en classe. Enfin Jean, dernier point de cette rubrique qui accompagne finalement cette heure supplémentaire voulue par le ministre de l'Éducation. Alors vous en avez peut-être entendu parler, Uranie, le dispositif Devoir fait, déjà mis en place dans certains établissements, sera étendu et rendu obligatoire à tous les collégiens. Le but, là encore, c'est d'adoucir la transition entre le collège et bien sûr l'école primaire. Alors concrètement, Devoir fait est un temps dédié en dehors des heures de classe, mais toujours dans l'enceinte du collège, à l'accomplissement donc de l'élève des tâches demandées par ses professeurs, les devoirs. Et comme précédemment, Uranie, certains s'interrogent sur les modalités pratiques ou sur le budget consacré à la généralisation de ce dispositif. D'autres jugent la mesure inefficace. Bref, les contours du projet pour rehausser le niveau de nos élèves ont été dévoilés, mais il reste encore de nombreuses interrogations sur le fond comme sur la forme. Le nerf de la guerre, on l'a bien compris, le temps et surtout l'argent, en espérant que nos jeunes retrouveront un bon niveau dans ces matières. Merci Jean pour ces explications. Politique à présent, après le binôme sans étiquette Pierre-Jean Didio et Laurence Borisiac que vous avez découvert sur notre antenne, aujourd'hui 2 autres binômes qui se présentent pour les élections départementales partielles du canton de Sarralbe. Focus d'abord sur Florence Renard et Jean-Michel Schmitt, candidats NUPES. Lors de leur entretien chez nos confrères de Mosaïque Cristal, ils ont évoqué le retour d'une gauche unifiée. L'avantage que nous on a, enfin nous deux, c'est qu'on est disponible, on n'a pas d'autres mandats. Moi, je ne suis pas maire. Et si maintenant, je suis conseiller départemental, je vais vraiment faire ça à fond et me donner à fond. Alors, on ira sur Morange, on essaiera de créer des permanences. Il y a les réseaux sociaux, on peut mettre des cahiers de doléances dans les villages, dans les villes. Voilà, pour moi, c'est important de remonter les informations, d'être là, présent. Et pas juste de prendre un mandat comme ça pour prendre. La raison pour laquelle il serait important de se mobiliser pour aller voter, c'est que pour une fois et depuis 4 élections, il y a enfin une liste de gauche rassemblée
pour vous et une liste de gauche qui vous ressemble. On est l'union de la force du travail et, on va dire, de la formation, de l'éducation, de l'enseignement. Donc, on a effectivement un binôme paritaire et qui représente exactement les tendances qui sont importantes pour nous dans ce mouvement. Neila Hénard et Adrienne Sommer sont quant à eux candidats du Rassemblement national. Le social et l'emploi semblent être leur cheval de bataille. On les écoute. Le département, c'est beaucoup de social. Et nous avons nos aînés, nos seniors qui souffrent de pouvoir d'achat, qui ont besoin de soins et tout le reste. Au lieu d'éloigner le travail vers les grandes métropoles, essayer de le ramener vers les campagnes pour qu'il y ait moins de déplacements puisqu'on n'a pas assez de gares, on n'a pas les moyens de transport à part quelques bus qui vous ramènent pas forcément à l'heure au boulot puisqu'il y en a qui ne travaillent pas 3 postes. Alors j'aimerais aussi m'atteler au problème de l'emploi parce qu'il y a, comme dit, beaucoup de communes qui sont complètement délaissées au profit des grandes villes, des métropoles. Et je pense qu'on devrait maintenir déjà les services administratifs qui sont disponibles au maximum et encourager l'installation de nouvelles entreprises dans le canton. Des entretiens filmés par nos confrères de Mosaïque Cristal. Demain, nous entendrons le dernier binôme de candidats, Sonia Bourbure et Laurent Ménière. Je vous rappelle que le premier tour de ces élections départementales partielles pour le canton de Sarralbe se tiendra ce dimanche 15 janvier. C'est le moment d'accueillir Alicia Hublot pour un point culture, musique et danse seront au programme. Bonsoir Alicia. Bonsoir Uranie. Aujourd'hui, vous avez eu envie de nous parler d'un temps fort de la cité musicale de Metz, Transverse. Transverse qui fait la part belle à la transdisciplinarité en matière de création contemporaine. C'est un festival qui vraiment invite à être curieux, à découvrir des créations dans lesquelles théâtre, musique, danse vont s'entremêler, dans lesquelles on va pouvoir également entendre des musiciens qui vont sculpter le son et utiliser leurs instruments sous toute leur couture. Et c'est le cas de Gaspard Claus qui a collaboré avec des artistes comme Rhône, Peter Van Peul. Il est violoncelliste et là, avec son premier album Tancade, il mêle son violoncelle avec des sons synthétiques. C'est de toute beauté. Voilà, vous l'avez entendu, il y a de la mélancolie dans ces titres de Gaspard Claus, dont on pourrait croire parfois que les titres sont issus d'une bande originale de film. Il sera sur la scène des Trinitaires, ça sera donc le jeudi 19 janvier à 20h30. On poursuit en musique toujours, mais cette fois avec un spectacle à destination des plus jeunes, le Pompon. Et oui, comme un écho à celui qu'on essayait d'attraper, vous vous rappelez, dans les manèges, voilà, dans les fêtes foraines quand on était petit. Un pompon qui a inspiré l'auteur-compositeur-interprète Emmanuel Bémer, qui nous propose en musique des réflexions sur l'esprit de compétition, par exemple, que l'on communique ou non à nos enfants. Également une réflexion sur l'argent ou encore notre société de consommation, et tout cela avec beaucoup d'humour et de poésie. Tu vois que finalement, ça peut très bien fonctionner. Un monde sans argent, ce serait un conte de fées. Attrape le pompon, envoie tes bras jusqu'à la grande ours. Attrape le pompon. Voilà, Uranie, si vous souhaitez attraper le pompon, il faudra vous rendre sur la scène du Théâtre de Thionville mercredi 18 janvier à 15h. C'est noté. On termine en danse avec le spectacle Corps Extrême qui va nous faire prendre de la hauteur. Et on le doit au chorégraphe Rachid Ouramdan qui, pour sa première, pas sa première création, d'ailleurs c'est plutôt une de ses dernières, a réuni des acrobates voltigeurs avec des athlètes, également de haut niveau, spécialisés dans des disciplines de l'extrême, le funambulisme par exemple et l'escalade. L'objectif vraiment de cette création, c'est de nous révéler différentes façons de relever, défier la gravité plutôt, et de nous interroger également sur nos peurs du vide. Je ne sais pas si vous avez peur du vide. Pas du tout. Vous allez voir, là en tout cas ça vaut le coup.
Voilà, on est tout en suspension. Ça sera donc au Carreau de Forbach. Ça sera le vendredi 13 janvier avec cette création de Rachid Ourmadan. Merci Alicia. On vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle boîte à malice dont on peut retrouver le replay sur notre site internet www.moselle.tv. Si vous êtes assidus, vous avez sûrement suivi le volley féminin hier soir sur Moselle TV. Le Terville-Florange Olympique Club a fait plus que de la résistance en 8e de finale aller de la CEV Cup. Les partenaires de Marianne Sidibé, à qui l'on promettait l'enfer, se sont inclinés 3-7-1 après quasiment 2 heures d'un combat haletant et dans une ambiance de folie. Et elles peuvent nourrir quelques regrets car elles sont passées tout près de pousser les Stombouliotes à un 5e set épique. L'entraîneur Romain Pitou préférait retenir le positif au micro d'Arnaud Demerlet. On avait peur de prendre 14, 15, 16. Bon, on a pris 14 et 15. Mais sur les 2 autres, on s'est bien défendu. Et je pense qu'on a vendu cher notre peau. Non, il manque l'expérience, il manque le physique, il manque des joueuses, il manque de l'argent. Voilà, c'est à peu près tout ce qui manque. Non, on s'est bien battu. Après, c'est sûr que être lucide pendant 2 heures, c'est compliqué pour nous. Parce qu'à chaque saut, c'est vraiment de l'énergie à 100%. Et donc, c'est compliqué pour les filles. Et à la fin, forcément, ça paye. Le match retour se disputera à Istanbul, mardi 17 janvier à 16h. Le TFOC est donc condamné à l'exploit pour continuer l'aventure européenne. Et puis en handball, les Dragons poursuivent leur sans faute en championnat avant la réception des Monténégrines de Podgorica dimanche en Ligue des Champions. Elles n'ont pas tremblé à Mérignac lors de la 11e journée du championnat pour conforter leur première place au classement. Victoire 31-21 avec 8 buts d'Emma Jacques et une excellente Atadou Sako dans les buts. La gardienne Messine s'est illustrée avec 15 arrêts et elle sera justement l'invitée ce vendredi d'Arnaud Demerlet dans Dragon Mag à partir de 18h30. Et puis grâce à sa victoire face à Nîmes mardi soir, le FC Metz est 4e de Ligue 2 avec seulement 4 points de retard sur la 2e place. Fort de leur dynamique actuelle avec 4 victoires et 1 match nul en championnat, les Grenats peuvent espérer approcher le podium après cette 19e journée. Pour cela, il faudra s'imposer face à Quevilly-Rouen Métropole ce vendredi soir au stade Saint-Symphorien. Les explications d'Aymeric Guillaume. Avec une série de 5 matchs sans défaite, le FC Metz retrouve un rythme de prétendant à la montée en Ligue 1. Fort de sa victoire face à Nîmes, les Grenats doivent confirmer cette dynamique lors de la réception de Quevilly-Rouen Métropole. Pour cela, les Messins devront compter sur leurs attaquants, bien qu'efficaces par intermittence depuis 2 mois. Le duo Georges Mikotadze et Lenny Joseph est certes à l'origine de 6 des 12 buts inscrits sur cette période, mais sur les seules rencontres face au Paris FC et au Nîmes Olympique. Le manque de réalisme messin est souvent pointé du doigt. Ombre majeure de la dynamique actuelle du club, la première période au stade des Antonins et la prestation face au Chamois Niortais 19e avec 16 tirs dont 5 cadrés et un score nul et vierge à domicile. Aligner ces 2 attaquants aurait pu être la solution pour le coach messin, mais cela a un prix. Mais j'attends toujours beaucoup de la part de tout le monde, de la part de Lenny Joseph aussi. J'aimerais. La seule question que je vous pose dans cette situation-là, c'est qui sort. Répondez-moi à ça et puis j'essaie de sans changer le système. 4e à 4 points de Bordeaux, 2e, le FC Metz peut espérer encore mieux dès ce week-end. La 3e place du podium est envisageable selon les résultats de cette 19e journée de championnat. Après son trou d'air à l'automne, les hommes de Laszlo Bologna viennent d'engranger 13 points sur les 15 possibles. Pour aller loin, les performances ils doivent encore et encore se répéter. Quand je dis pour aller loin, vraiment de se battre pour le podium minimum. Confiance, tu dois avoir. On joue chez nous, on a prouvé que... On a prouvé. On donne l'impression que l'attaque, il se réveillait un petit peu. Mais après, j'en ai des mais. Entre mercato et championnat, les Grenats ont fort à faire depuis la reprise. S'ils répondent présents, il ne leur reste désormais qu'une petite étape avant de reprendre le chemin de la Ligue 2 fin janvier, où les attend une nouvelle série de 3 matchs en une semaine. Le monde de l'agriculture a été particulièrement touché en 2022, notamment par la sécheresse. Bilan et perspectives sont dressés avec notre invité du jour.
Jonathan Nondier, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs de Moselle. Je vous propose d'abord de dresser un bilan de l'an passé. En premier lieu, on en a parlé à plusieurs reprises tout au long de l'année 2022. La sécheresse a eu de nombreuses conséquences, notamment donc, sur les cultures et sur l'élevage. Est-ce que vous pouvez peut-être nous apporter quelques précisions quel état des lieux, surtout d'après les estimations de la Chambre d'agriculture? Alors effectivement, on a connu cette année en 2022 une sécheresse inédite. On a toujours eu l'habitude qu'il fasse chaud en été, mais là, à ce point-là, c'est du jamais vu. On a eu quand même l'effet combiné de forte chaleur et de manque de précipitations. À savoir, si vous voulez, moi je viens du secteur de Château-Salins, j'ai une exploitation polyculture élevage, donc j'élève des moutons, des vaches allaitantes et je cultive des céréales. Sur ce secteur-là, sur les mois de juin, juillet et août, on a eu un cumul de précipitations qui est de 95 mm, donc soit 95 litres d'eau par mètre carré sur les 3 mois-là. Les moyennes sont à 180 mm, donc on est à 50% de précipitations en moins. Donc clairement, aujourd'hui, comment qu'on a fait pour résister, on va dire, comment qu'on a fait pour faire pousser de l'herbe par cette canicule? Eh ben, ça a été impossible, d'une part. D'autre part, il a fallu complémenter nos animaux, c'est-à-dire que leur apporter des fourrages, de l'eau, etc., pendant cette période estivale, donc pendant tout l'été, de juin jusqu'à, on va dire, septembre. Alors que d'habitude, c'est des stocks pour la période hivernale. D'habitude, voilà, ce sont des stocks pour la période hivernale. C'est pas rare qu'on tape dans nos stocks à un certain moment donné. C'est pas rare qu'on va dire, sur la fin de la période estivale, on tape dans ces stocks-là, on prélève ces stocks pour passer l'été. Mais une année comme cette année, c'est du jamais vu. Et donc, ça a eu des graves conséquences. Donc, manque d'eau, manque d'herbe, pas de pousse du maïs en silage, donc manque de lait pour les producteurs laitiers. Donc, si vous voulez, nous, au niveau réseau jeunes agriculteurs, on avait un petit peu sondé nos adhérents, dire, voilà, qu'est-ce que vous, sur le terrain, comment vous vivez ça? Est-ce que vous arrivez à quantifier? Comment que ça se passe? Et en fait, on arrive à la conclusion entre l'eau, les fourrages, les achats de fourrages et la perte de qualité et de quantité du lait, on arrivait que sur une exploitation moyenne en Moselle, on était aux alentours de 10 000 € de pertes sèches pour l'élevage mosellan. Ça, ce sont des faits, ce sont des chiffres qu'on a calculés. Donc voilà, la perte, elle est de 10 000 € cette année pour l'élevage mosellan. Et les aides ont-elles suffi pour les agriculteurs? Alors, des aides de l'État notamment. Alors des aides de l'État, il y en a eu très peu. On a eu quelques exonérations sur par exemple, c'était plus des aides techniques et pratiques que des aides financières. Des aides financières, en ce moment, si vous voulez, avec le réseau jeunes agriculteurs de Moselle, on y travaille. On est en pourparlers avec la grande région pour un petit peu essayer de trouver une solution sur cette période-là, parce qu'on a quand même des agriculteurs qui ont puisé dans leurs réserves, qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu face au mur et dire mince, comment je vais faire pour alimenter mes animaux jusqu'à la mise à l'herbe, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars, avril ou mai 2023. Si tout se passe bien au niveau météo. Si tout se passe bien au niveau météo, c'est-à-dire qu'il faut rester très optimiste sur ça. En 2022, les agriculteurs ont aussi montré les crocs, si je peux dire ça comme ça, concernant les prix et la loi Egalim. Donc quelques actions coup de poing qui se sont déroulées dans certaines enseignes. Est-ce qu'aujourd'hui, les revendications autour du prix juste ont été entendues? Alors très simplement, non. Voilà. Effectivement, on a mené plusieurs actions coup de poing. On est souvent, on va dire, pointé du doigt, c'est un bien grand mot, mais connu pour nos actions. Souvent, les agriculteurs sont aux portes de messe avec leurs tracteurs, ils bloquent tout, etc. Il faut savoir qu'on est d'abord là pour défendre, on va dire, notre métier, notre rémunération, et indirectement la qualité de nos produits apportés aux consommateurs, qu'ils soient messins, mosellans, lorrains, etc. Donc effectivement, on a eu des opérations coup de poing, que ce soit par le biais de stickage en grande surface, un petit peu pour flécher le manque de visibilité et sur la provenance des produits, par exemple. Mais après, on est aussi connu et reconnu pour nos actions, on va dire, de communication positive, et c'est là, on va dire, le principal. Pour 2023, quelle perspective? Est-ce que ça va être une année fragile ou pas? Alors 2023 va être une année très fragile, puisque déjà elle a été fragilisée par 2022. Donc on espère que sur 2023, il y a plusieurs critères qui vont faire que l'année 2023 va plus ou moins bien se passer, c'est-à-dire qu'il faudra que les marchés se stabilisent, que ce soit les marchés engrais, énergie, céréales, etc., pour que nous, on ait de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, quelle visibilité on a à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an? Quasiment rien, zéro. Et travailler dans des conditions comme ça, c'est très très difficile. Et au niveau des perspectives, est-ce que vous allez encore plus faciliter le circuit court, la proximité avec la population?
Alors les circuits courts, on les favorise, oui. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas les jeunes qui veulent s'installer dans ce domaine-là, on les encourage même parce que c'est une sorte de valorisation, de mettre en valeur son travail auprès du grand public. Donc c'est quelque chose de très valorisant pour la personne et pour l'agriculteur qui se lance là-dedans. C'est une source de rémunération supplémentaire. Ça va être aussi le biais de communiquer sur nos pratiques, comment est élevé l'animal, comment je cultive mes céréales, etc. Donc oui, c'est une très bonne chose. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau. À bientôt. Merci. Vous connaissez certainement Best à Fare-Bersviller. Laissez-nous vous présenter Zest, une extension du centre commercial dont les premiers coups de pioche devraient avoir lieu au premier semestre 2023. Zest, c'est avant tout une zone d'activité artisanale sur 3 hectares avec la construction future d'un hôtel, d'une surface de restauration de 650 m² et enfin des cellules d'activité de 440 m² comportant des espaces d'accueil, des espaces de livraison et des bureaux. Un projet à 15 millions d'euros, mais il ne s'agit que d'un premier lot de travaux. Il restera à développer encore 10 hectares de terrain dans les prochaines années. Merci de nous avoir suivis, restés informés grâce à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr notre site internet www.moselle.tv. Pour la suite de votre programme foot et débat dans Graouli Mag, très belle soirée sur Moselle TV et à demain.